Je m'appelle Dr Cheikh Abdullah Hadjaou, consultant en innovation, conception des technoparcs et économie numérique. J'ai donc l'honneur d'animer ce panel prévu pour une durée d'1 heure et demie afin de discuter sur la conjonction entre les enjeux de la digitalisation, donc de l'économie numérique d'une manière générale, et les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc pour cela, nous avons une thématique majeure qui porte sur des territoires intelligents et durables grâce au numérique. Cette thématique majeure représente en fait le fil conducteur de nos échanges, mais on peut être amené à et le digital. Alors, quand on parle de territoire intelligent, l'objectif principal est double. C'est d'abord améliorer le cadre et la qualité de vie des citoyens, mais également développer des services novateurs basés sur des solutions digitales, mais également sur des technologies numériques. Dans ce contexte, qu'en est-il exactement? Quelles sont en fait les initiatives qui ont le vent en poupe actuellement? Donc nous allons discuter de ce point d'une manière générale et on va également avoir l'occasion de voir des initiatives qui sont promues au niveau international. Pour traiter ces questions, nous avons la chance et l'immense plaisir de recevoir des experts internationaux qui sont présents ici et qui œuvrent dans ce domaine de l'économie sociale et solidaire. L'objectif est donc de discuter sur les perspectives de développement dans ce domaine. Nous verrons donc ce qu'il en est actuellement avec des illustrations d'initiatives privées et publiques ainsi que des cas de bonnes pratiques en la matière. Donc pour rappel, nous avons échangé, mais l'auditoire a également la possibilité de contribuer à travers soit des contributions, soit des questions par rapport à ce qui va se dire tout au long de ce panel. Avant de continuer, je vais passer la parole à mon co-animateur pour lui donner le temps de dire un petit mot de présentation. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hyung-Sik Om, je suis directeur de recherche à l'Alliance coopérative internationale. Comme vous savez, l'enjeu de digitalisation et technologie, c'est aussi très important pour nous, le mouvement coopératif. Donc on a essayé de contribuer au développement, aussi un peu maximiser l'impact de digitalisation pour promouvoir la vie des gens à travers l'outil de coopérative. Je suis ravi d'être ici avec des experts internationaux pour apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup. Donc nous avons avec nous, par ordre d'intervention, Madame Marie-Lucienne Ratier, qui vient de Guyane et qui s'occupe en fait des questions liées à la transition numérique, l'innovation auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Merci d'être là. Monsieur Daouda Gueye, adjoint au maire de Dakar, chargé des questions liées au numérique. Madame Paulia Beignet, élue à la mairie du 19e arrondissement de Paris et qui représente la société Connexion. Nous avons également monsieur Jean-Michel Sahu, professeur à l'IDRAC Business School à Lyon, maître qui a de l'association J'existe au Sénégal et M. Karim Si, de l'incubateur Jocolabs. Donc, bienvenue à tous et merci d'être là. Alors, comme vous le savez, notre économie est marquée par une révolution numérique depuis quelques années, une révolution, celle du numérique, mais également celle des données du big data, de l'open data, mais également de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle et d'autres technologies émergentes. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité confondus sont concernés, avec une omniprésence des outils numériques qui deviennent donc indispensables. La conjonction entre digital et économie numérique laisse donc du coup entrevoir des enjeux très importants pour des territoires intelligents et durables, donc grâce au numérique. Donc nous allons nous tourner maintenant vers notre panel afin de savoir comment aborder cette thématique
en commençant par Madame Ratché. Donc, en tant que conseillère et déléguée chargée des questions en lien avec le numérique, la transformation digitale et l'innovation, quelle est en fait votre vision du numérique en soutien au territoire et notamment liée à la problématique de l'économie sociale et solidaire? Merci, professeur Ataoué. Mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, bonjour. Donc, je me présente, je suis Marie-Lucienne Ratier. Je suis élue à la collectivité territoriale des Guyanes en charge du numérique, transformation digitale et innovation. Et je suis également présidente des deux agences dépendantes de la collectivité territoriale, une société publique pour l'aménagement numérique qui m'accompagne en fait dans ma délégation pour la couverture du réseau en Guyane, et l'autre GDI, c'est une Guyane Développement et Innovation, c'est-à-dire que c'est une agence qui accompagne les porteurs des projets dans le développement économique par innovation. Donc je vous remercie de m'avoir donné la parole en premier, c'est une chance. Et tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, mon intervention abordera successivement comme sujet, d'abord territoire intelligent et ensuite les numériques en Guyane. Alors concernant les territoires intelligents, vous avez dit tout à l'heure qu'un territoire intelligent, en fait, pour être un territoire intelligent, il doit être utilisé pour améliorer la qualité des habitants, l'efficacité des services publics et aussi la durabilité environnementale en favorisant l'innovation. Et pour être considéré demain un territoire intelligent, il doit être d'abord avoir une stratégie claire, disposer d'une infrastructure numérique solide, c'est-à-dire que d'avoir une connexion de très haut débit, et ensuite impliquer la communauté et favoriser l'innovation et améliorer la qualité des villes. Je voulais vous donner en fait l'exemple du continent africain, il est très intéressant en la matière. Il s'agit non seulement d'une lutte contre la fracture numérique au sein de la population, compte tenu du pouvoir d'achat, mais également d'une prise en compte des handicaps. C'est en Afrique subsaharienne que le potentiel du développement du numérique est jugé mondialement les plus prometteurs. Là-bas, les acteurs du numérique ont su s'adapter face à la limitation des débits, souvent 2G et 3G. Aujourd'hui, on parle de 4G et bientôt 5G, qui est en cours de déploiement et de développement. Et ils ont su trouver une solution, c'est-à-dire que d'utiliser en fait les réseaux mobiles pour permettre à la population de pouvoir se connecter via leur banque et aussi envoyer du mail. Et là-dessus également, ils ont trouvé une autre solution pour l'éducation de la population, c'est-à-dire que c'est la solution de reconnaissance vocale dans les dialectes locaux ont été mis en œuvre. Donc les résultats sont là et c'est en partie la téléphonie mobile qui porte à l'innovation, contrairement à d'autres pays qui ont aujourd'hui qu'on appelle les territoires intelligents avec vraiment une connexion de réseau très haut débit. Les défis du numérique, je voulais vous parler de la Guyane. Les défis du numérique en Guyane sont par certains aspects proches de ceux des pays en développement, mais surtout en fait des pays d'Afrique subsaharienne en particulier. Pourquoi? Parce que notre territoire constitue un laboratoire à ciel ouvert. Il faut savoir que tout est à faire aujourd'hui en Guyane et que ce territoire amazonien, à travers des stratégies de développement numérique portées par la collectivité territoriale dont je suis le délégué ou la déléguée, une large gamme d'infrastructures. La Guyane se situe en Amérique du Sud, tournée vers l'Amazonie et la zone Caraïbe. Il faut savoir que la superficie de la Guyane est de 84 000 km², les plus grands départements français d'outre-mer et aussi les moins peuplés. Et il faut savoir... permet aujourd'hui en fait d'avoir un satellite orbite basse des 8000 km de hauteur qui permettent aux
communes isolées, il y en a 20 en total, d'avoir une couverture de réseau mobile. Et pour avoir également, pour être la souveraineté, et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place également, de signer un partenariat avec Elalink et d'avoir également pour les un câble sous-marin qui relie entre le Brésil jusqu'au Portugal et permettant en fait à tous les des transmissions des données, la sécurisation des transmissions des données vers l'Europe. Et en ce qui concerne aujourd'hui les usages numériques, il faut savoir que l'inclusion numérique, dont je pense que Kolia en connaît, occupe une place très importante. On a mis également les cyberguichets qui permettent les rapprochements entre les citoyens et l'administration. Et en cours, aujourd'hui, on est en train de renforcer la solution de e-santé, qu'on est en train de travailler là-dessus pour les communes isolées, les e-éducation, parce que le Covid nous a permis en fait de savoir aujourd'hui que le numérique est devenu un outil incontournable dans notre fonctionnement. Et pour les communes isolées, c'est aussi important en fait de pouvoir se connecter vers l'extérieur et aussi le développement de la culture numérique et les cybersécurités. Et je vais conclure en fait mon intervention, tout à fait. C'est pour vous dire que j'ai établi ma feuille de route en tant que délégué au numérique et transformation digitale et innovation sur 3 axes stratégiques avec 3 principes. C'est-à-dire que le axe 1 demain, c'est de faire citoyens et territoires et favoriser l'inclusion numérique. Axe 2, c'est des services numériques de demain, c'est-à-dire d'accompagner la transformation de la société. Et axe 3, performance et résilience, développer durablement les territoires. Avec 3 principes pour un numérique protecteur, numérique inclusif et numérique durable. Et comme il y a un dicton qui disait que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et si nous souhaiterons demain, voilà, comme mon président disait que j'ai un objectif en fait, c'est de faire la Guyane, c'est d'amener la Guyane, d'hisser la Guyane au rang des carrefours mondiaux d'excellence. Et pour être l'excellence, il faut un territoire intelligent. Et je pense qu'avec la mise en place de ce que la collectivité territoriale en fait va faire, c'est ce qui va permettre à la Guyane demain de pouvoir avoir sa place. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces propos fort intéressants qui démontrent votre vision du numérique en soutien donc de l'économie sociale et solidaire. Daouda, si je reste sur la même orientation de la question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à Dakar, ce que vous faites dans ce domaine, quel type d'initiative en fait vous avez promu actuellement donc pour promouvoir le numérique basé sur l'économie sociale et solidaire. Alors, bonjour à tous, je vous présente Daouda Gueye, 5e adjoint au maire à la ville de Dakar, en charge des nouvelles technologies. Alors, en tant que municipalité, nous avons l'obligation de répondre aux problèmes que vivent les Dakarois. Et en ce sens, le numérique permet la mise à l'échelle. Je veux dire par là que le numérique permet d'avoir une plus grande portée par rapport aux solutions qui sont proposées. Vous allez donc voir que le numérique apparaît quasiment dans toutes les directions, dans tous les projets de la ville de Dakar. Je dirais même qu'aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale. En ce qui concerne les projets, concrètement, nous pouvons les catégoriser en 3 grandes parties. Il y a des projets qui sont relatifs au service des usagers. Je m'explique. Au niveau de la ville de Dakar, si je prends par exemple les bourses, nous avons une enveloppe de 3 milliards que nous avons mis à disposition pour des bourses d'études. Avec le numérique, nous avons réussi à dématérialiser tout le processus de demande. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à travers une interface informatique, les Dakarois peuvent formuler des demandes de bourse. Mais il y a également d'autres processus qui sont en cours de dématérialisation parce qu'il n'y a pas que les bourses, mais également il y a les secours aux indigents à l'occasion des grandes fêtes comme les fêtes de Tabaski ou bien les fêtes de Pâques. Mais en plus de cela, il y a également toute une partie relative à la santé.
qui aujourd'hui est une priorité pour le maire de la ville de Dakar. Il faut savoir que la mairie de Dakar aide beaucoup les Dakarois à pouvoir se soigner dans les structures hospitalières. Et en ce sens, nous émettons des mandats afin qu'ils puissent se soigner. Donc toute cette partie également va être dématérialisée. En ce qui concerne le second volet, il s'agit plus de l'employabilité des jeunes Dakarois. Et en ce sens, la formation elle est très importante. Nous avons plusieurs projets dans ce sens-là. D'ici la fin de l'année, nous allons former 500 jeunes sur des certifications avec Amazon Web Services, AWS. Mais nous avons également d'autres projets beaucoup plus structurants sur la partie formation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a pas moins de 10 millions d'opportunités dans le numérique dans le monde. Ce qui veut dire que c'est un vivier d'emploi que nous, en tant que politique publique, nous sommes obligés d'aider les Dakarois dans ce sens-là afin qu'ils puissent avoir un emploi décent. Mais en plus de cela, il y a également un volet qui est relatif à la réduction de la fracture numérique. Et à ce titre, nous avons un projet qui consiste à octroyer de l'Internet aux Dakarois à travers la technologie LiFi. Donc c'est une technologie qui va utiliser la lumière. Donc la ville de Dakar, c'est pas moins de 60 000 points lumineux. Donc nous avons pour objectif, à partir de ces points lumineux, avec la technologie LiFi, de pouvoir donner accès à Internet aux Dakarois. Donc en ce sens, nous sommes très avancés sur ce projet-là. Nous avons eu beaucoup d'échanges avec l'inventeur du LiFi, M. Suat Topsou. Mais également, nous allons bientôt démarrer un POC, un Proof of Concept, avec une start-up qui est basée en Côte d'Ivoire et qui se dénomme LiFiLed. Donc, pour ce qui est de ces trois volets, donc service des usagers, mais également l'employabilité, sans oublier la réduction de la fracture numérique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces projets-là vont concourir à placer la ville de Dakar dans l'écosystème des Smart Cities. Ce qui veut dire qu'il faut garantir une interopérabilité entre les différentes applications qui vont être développées pour ces services-là, mais également être capable de générer des services en fonction des usages. Et à ce titre, nous travaillons avec la société Atos, avec une plateforme du nom de Urban Data Platform. Donc c'est cette plateforme qui va un peu agréger l'ensemble de ces solutions pour garantir une interopérabilité à condition que le modèle de données utilisé pour chaque application soit identique. Donc, pour résumer, voici les différents projets sur lesquels actuellement nous travaillons au niveau de la ville de Dakar. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Gay. Madame Ratier, je vais revenir vers vous. Vous avez évoqué tout à l'heure la question en fait, de la sécurité des données. Donc, comme vous êtes engagé dans cette transformation numérique, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Concernant la collectivité territoriale des Guyanes, et aujourd'hui on a mis en place une association avec les Antilles, une association de cybersécurité, justement pour sensibiliser les entreprises aujourd'hui qui sont dans l'obligation de déposer les bilans par les cyberattaques, et former également les entreprises et à sensibiliser surtout. Et là-dessus, cette association est accompagnée par l'ANSI et en même temps la NCT, donc le très haut débit des Paris, qui nous accompagne pour sensibiliser l'ensemble des entreprises en Guyane et aussi les associations. Voilà. C'est la mise en place des cybersécurités en fait en association avec les Antilles. C'est ce qu'on a mis en place. Merci beaucoup. Je vais m'adresser maintenant à Madame la directrice de la promotion de l'économie numérique auprès du ministère de l'économie numérique et de la communication.
du Sénégal. Madame, comment la question de l'économie sociale et solidaire est prise en compte ou considérée en fait au niveau de votre ministère? Merci beaucoup. Donc, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de nous avoir associés à cette conversation. Le numérique, vous l'avez si bien dit, impacte. Aidant à s'insérer dans le milieu, dans l'écosystème numérique à travers des formations, à travers également numérique dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, il y a deux notions fondamentales qui apparaissent. Mais il y a également la notion de gratuité. Pour chacune de ces notions, je vais vous dire en quoi les projets que je viens d'énumérer répondent à ces notions-là. Pour ce qui est de la notion de l'intelligence collective, à la ville de Dakar, nous avons mis en place l'Observatoire citoyen
qui représente l'ensemble des couches de la société dakaroise. Et cet observatoire est systématiquement appelé à contribution dans les projets, notamment même dans les projets numériques. Et il y a de cela quelques mois, la ville de Dakar a organisé un hackathon pour une première fois. Et durant ce hackathon, nous avons reçu 400 projets. L'idée de ce hackathon-là, c'était vraiment dans le cadre d'une intelligence collective de donner la parole aux Dakarois pour leur demander de proposer des solutions à travers plusieurs thèmes. Il y avait donc actuellement, à l'issue de ce hackathon, nous avons reçu 2 solutions sur lesquelles nous travaillons pour les mettre en œuvre. Donc la première solution a été à chaque Dakarois qui fait une demande d'aide au niveau de la plateforme. L'autre solution a été proposée par le start. Donc de la demande jusqu'à la réponse positive ou négative. Mais en plus de cela, cette start-up va générer des statistiques qui vont nous permettre, suivant les communes, de savoir quelle est la répartition en termes d'allocation de ces secours-là. Donc c'est pour le premier critère, à savoir l'intelligence collective. Pour ce qui est du second critère, autrement dit la gratuité au niveau des outils informatiques même, ou bien même je dirais du socle informatique qui est utilisé, que ce soit au niveau de l'infrastructure, que ce soit au niveau de la couche applicative également, j'avoue que nous ne sommes pas très regardants sur la gratuité. Mais c'est parce que aussi les solutions que les Dakarois nous proposent également ne sont pas des solutions gratuites, donc nous les acceptons. Cependant, je pense qu'il est important de parler de cette limite-là parce qu'il y a toute une acculturation qu'il faut faire au niveau de l'économie sociale et solidaire, notamment au niveau du numérique, pour faire prendre conscience aux gens, mais surtout de leur montrer à quel point il est utile, il est favorable d'utiliser des technologies gratuites dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. J'en parle, c'est important parce que je pense que l'objectif de cet atelier, au-delà du numérique aussi, c'est la déclaration finale, la déclaration de Dakar. Et j'espère que nous allons avoir une charte informatique, une charte numérique qui va normaliser un peu le numérique au niveau dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Merci. Merci beaucoup pour ce complément d'information assez intéressant. Je pense qu'on peut prendre des contributions du public sur ce qu'on vient d'entendre à travers les propos de nos 3 premiers panélistes. Si on a des interventions, des contributions, avant que l'on puisse passer donc à la suite, Monsieur Hume. Ok, donc nous invitons pour la deuxième partie des acteurs de la société civile privée. Donc, d'abord, vous avez posé une question à Mme Kolia Beignet. Vous venez de l'association qui s'appelle Connexion en France. Est-ce que vous pouvez expliquer votre expérience, votre activité avec votre association et aussi si vous avez quelques messages que vous voulez partager avec les audiences? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Kolia Beignet. Je suis membre du bureau exécutif de Connexio et par ailleurs, je suis élue à la mairie de Paris. Connexio, alors c'est une sorte d'objet un peu hybride. Au départ, c'est une association qui est également devenue un centre de formation
et qui a pour but la formation en compétences bureautiques, numériques, des populations les plus vulnérables. Alors je m'entends, quand on parle des populations les plus vulnérables, on pense particulièrement aux réfugiés, aux primo-arrivants dans le pays, mais également aux mamans qui ont été au foyer et qui décident de reprendre une activité professionnelle. Et aussi, nous pensons aux jeunes des quartiers populaires, puisque, vous le savez sûrement, quand on pense aux jeunes, on se dit qu'effectivement nous avons des digital natives qui maîtrisent à la perfection les réseaux sociaux, mais par contre qui ne savent pas utiliser Word, ni Excel. Donc, Connexio a pour objectif de développer ces compétences-là pour qu'ensuite ils puissent être insérés sur le marché du travail. Nous avons plusieurs types de programmes. Donc, des programmes nationaux, nous sommes implantés à Paris, dans la région d'Île-de-France, mais également à Lille, Lille-Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq, également à Bordeaux, Bègles, Libourne, pour pouvoir un peu toucher tous les types de populations. Il ne s'agit pas que des populations urbaines, les populations périurbaines qui ont aussi de nombreuses difficultés, souvent, à accéder à l'emploi. Nous avons également des programmes internationaux. Donc nous sommes basés au Malawi, au Kenya et en Jordanie. L'objectif pour nous, c'est de se dire que lorsqu'on est autonome numériquement, on est autonome économiquement et on acquiert une indépendance financière. Et c'est ça qui nous drive depuis 2016. Alors, nous avons une croissance qui est particulièrement intéressante puisque c'est vrai que cet objet de pouvoir travailler avec ces populations qui souhaitent retourner sur le marché du travail, qui sont bien souvent mises à l'écart, intéresse notamment les décideurs, les collectivités territoriales et les autorités gouvernementales. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les précédentes interventions, notamment monsieur l'adjoint à la ville de Dakar. Et c'est vrai que lorsqu'on a des structures comme Connexio, ça permet également de faire des bilans de compétences. Alors, on intervient pour pouvoir effectivement imaginer. On va prendre un exemple. Nous avons un jeune qui est hors de l'emploi, hors de la formation, et qui souhaite absolument s'en sortir. Donc nous pouvons intervenir au niveau par exemple de la mission locale qui s'occupe de l'emploi des jeunes pour dire voilà, donc qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu ne sais pas faire et comment on va pouvoir te former pour ensuite viser le diplôme ou la certification qui te permettra de te remettre dans le marché de l'emploi. On le fait également avec les conseillers numériques dans les maisons, ce qu'on appelle France Service, et qui permettent aussi de se dire, en fait ce sont des endroits où tous les services publics sont réunis sur le territoire, et qui permettent aux populations de se dire, écoutez là, je cherche du travail, et je vois que dans l'offre d'emploi, j'ai besoin d'avoir des compétences en Excel. Bon. Et donc nous déployons des conseillers numériques dans ces maisons pour pouvoir aider les personnes à monter en compétence sur ces questions-là. Voilà, donc je pense que, pour tout vous dire, hein, même moi, des fois, je me dis que ça pourrait quand même être très utile d'avoir des questions de formation continue. Quand on est installé dans des boulots, quand tous les jours on utilise des Word, des Excel, en fait on se rend compte que des fois on n'est pas hyper sharp et qu'on a encore beaucoup de compétences à obtenir pour être un peu plus efficace. Ben voilà, nous sommes une maison de formation qui est accessible à tout le monde, quels que soient les âges, quels que soient les parcours, accidentés ou pas, pour pouvoir s'assurer d'avoir une inclusion professionnelle qui soit durable et qui soit diversifiée. Voilà, merci beaucoup. Merci.
Juste une question additionnelle. Donc, quelle est la relation avec l'autorité locale ou territoriale, votre association avec une relation ou de soutien quelque part? Donc, quel est l'engagement de la part de l'autorité locale avec votre activité? C'est bon, Madame Beignet? Quelle est la relation entre votre association et collectivité locale? Donc, il y a quelques soutiens ou de partnership ou quelque part, oui. Quel est le rôle de l'autorité locale pour votre activité? Alors, donc les liens avec les collectivités territoriales sont très très fortes. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque la fondatrice Jean Guo, je vous raconte un petit peu son histoire, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc Jean est une américaine, une jeune américaine, qui est venue en France pour continuer ses études sur les questions d'économie de la santé. Rien à voir. Jean, qui regardait ce qui se passait du côté du nord de Paris, s'est dit mais comment ça se fait? On a des personnes qui viennent en France, qui ont des compétences dans leur pays et à qui on demande de s'occuper de leur démarche administrative pour pouvoir suivre leur dossier de demandeurs d'asile, par exemple, ont des difficultés à le faire, précisément parce qu'il y a des questions souvent de langue, mais aussi parce qu'en fait, ils étaient très agiles sur les questions de réseaux sociaux, d'utilisation des téléphones, des smartphones, mais très peu sur comment on vérifie et comment on regarde le suivi administratif. Et donc, ce qu'elle s'est dit, c'est je vais en discuter avec les collectivités territoriales pour savoir qu'est-ce qui se fait, comment je vais pouvoir aider. Et en fait, on lui a expliqué qu'il n'y avait pas de dispositif pour pouvoir aider ces personnes-là. Donc en fait, elle a créé cette structure en 2016. Donc en fait, les collectivités territoriales sont vraiment le point de départ. C'est parce qu'en fait, c'est elles qui nous disent « ici, il y a un besoin, ici, nous avons un pourcentage élevé de jeunes qui ne sont pas en formation, qui ne sont pas en emploi, que vous allez pouvoir intervenir. » Donc, pour tous les représentants de collectivités territoriales, il y a des associations qui demandent et qui ont besoin de ce genre d'informations pour pouvoir travailler. Je vous le dis pour information. Donc, en fait, ça commence comme ça. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on a aussi besoin de faire un plaidoyer au niveau national. Parce qu'il ne s'agit pas de faire d'avoir des initiatives qui soient un peu dispersées sur le territoire. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit harmonieux pour ensuite arriver et travailler tous dans le même sens. Et donc, nous travaillons de manière très rapprochée avec le ministère de la Transformation numérique, avec le ministère de l'Économie sociale et solidaire, avec le ministère de la Transformation publique. Et en fait, nous avons tout un panel d'acteurs gouvernementaux qui nous permettent ensuite de tirer les ficelles nécessaires à l'implantation de programmes. Voilà, donc ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un acteur, nous sommes une équipe, nous sommes un acteur associatif, nous avons besoin des collectivités qui sont à la base de tout, parce que c'est elles qui nous donnent le besoin, et ensuite, on essaie d'harmoniser tout ça au niveau gouvernemental. Voilà. Merci. J'ai entendu il y a quelqu'un de questions dans l'audience, mais je voudrais vous donner de l'opportunité après de terminer la deuxième partie. Donc on va continuer avec M. Karim Si. Vous êtes fondateur de Joko Lab, c'est de Innovation Hub, le premier Innovation Hub de l'Afrique. Vous pouvez expliquer de votre activité, expérience, pour partager avec les audiences aussi un peu d'alimenter le débat sur ce sujet-là. Merci. Alors, il faut peut-être dire d'où je viens. Initialement, je viens du secteur privé. Je suis plutôt un serial entrepreneur dans plusieurs secteurs, secteur minier, secteur aviation et autres, avec un profil ingénieur à l'origine. J'ai monté des premiers cabinets
intégrateur de services au Sénégal. Et en fait, le constat était simple. Si on regarde aujourd'hui, on est dans un monde en crise. Je pense que ce n'est pas un grand secret. Des crises sociales, des crises économiques, des crises environnementales, on peut les nommer des crises politiques, etc. Dans mon activité patronale au sein du secteur privé, j'ai eu à être vice-président de la stratégie de croissance accélérée au Sénégal ou d'autres types d'actions où on a réfléchi les politiques privées et on voit les limites. Je pense que ce qui a nourri l'idée de Joko, c'est ce qui est au cœur d'ailleurs de l'économie sociale et solidaire, c'est le lien. Et en fait, on voit bien que toutes ces problématiques, à un moment donné, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que le panel, vous l'avez séparé en 3 secteurs. On n'est pas dans un échange, on est dans un suivi linéaire, et donc on perd ce qu'on aurait pu faire de l'intelligence collective, ce qu'on essaie de faire tous d'ailleurs dans nos secteurs respectifs et dans nos activités. Et c'est bien la problématique, c'est-à-dire on en parle, mais on a du mal dans l'action quotidienne à revenir à cette dynamique où finalement ces problèmes, on ne pourra les résoudre que si on se met tous autour de la table. Que ce soit en termes d'acteurs locaux, alors secteur privé, société civile, etc. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que nous, dans l'entrepreneuriat social, on est complètement hybride. D'ailleurs, au Sénégal, nous, quand on a créé Jocolab, au début, on a dit, bon, on va faire une coopérative. On nous a dit, les coopératives, c'est au ministère de l'élevage. Parce qu'on connaissait les coopératives agricoles, les coopératives d'éleveurs, mais ce n'est pas les coopératives du secteur numérique. Et donc, on a eu ce problème. Donc, on voit bien qu'on est confronté, jusqu'à présent d'ailleurs, à ces types de problématiques. Nous, on est quoi? Une espèce d'objet non identifié. Mais en fait, on est un objet qui est en train de se préparer au monde de demain. Le monde de demain, c'est quoi? C'est un monde où on doit, l'élu de Guyane, la finalité de tout ça, c'est la qualité de vie des populations. Donc, quand on revient sur les valeurs, je pense que c'est un peu le thème que vous avez lancé, c'est de revenir à de la confiance. Les crises qu'on vit aujourd'hui, qu'elles soient politiques, économiques et autres, c'est aussi une crise de confiance. Une crise de confiance par rapport à des grandes entreprises multinationales qui aujourd'hui nous interpellent. Je pense que le Covid d'ailleurs a été un point d'exorgue par rapport à ça, à tous les niveaux d'ailleurs. Crise aussi de confiance politique, etc. Donc on est dans un environnement explosif, très difficile, dans lequel il faut arriver à s'asseoir, recréer du débat. Et dans ce débat, arriver à sortir de l'intelligence et des solutions. On a un outil qui est fantastique, c'est le numérique. Le numérique pour pouvoir justement échanger, partager des solutions, savoir qu'une solution qui se fait à Dakar aujourd'hui peut influencer une solution en Guyane. Nous, dans un de nos hackathons, par exemple, en Côte d'Ivoire, sur l'agriculture, on a travaillé sur un produit de l'igname et on avait quelqu'un d'ailleurs de Guyane qui nous a dit, tiens, nous on a un sujet, sur le même sujet en Guyane sur l'igname. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui il n'y a plus de nord, de sud et autres, surtout dans le numérique, où personne ne sait où on va. Vous avez les agriculteurs africains sont sur le mobile, ce qui n'est pas le cas des aînés, de nos aînés dans les zones rurales en France. Donc on voit que tout est rebattu et donc il faut vraiment se repenser. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le numérique va trop vite. On est à une vitesse exponentielle, on n'a même pas le temps de digérer une innovation, qu'il y a déjà une nouvelle qui arrive. C'est une bonne nouvelle d'entendre que le ministère est en train de travailler sur les Living Labs. Je pense que c'est une solution qui a été déployée en Europe, les Living Labs, lors de la présidence finlandaise. On y travaille, Jocolab s'inscrit dans cette dynamique-là. En fait, c'est quoi un Living Lab? C'est un lieu dans lequel, justement, on va créer du lien entre les acteurs, aussi bien des collectivités locales que les acteurs citoyens, que les entreprises, les entrepreneurs, etc. Mais il faut reconnaître que dans l'exercice, et nous ça fait 13 ans qu'on le fait aujourd'hui, à Dakar au départ, mais aujourd'hui sur 8 pays, et d'ailleurs
je suis avec Fatoumata Niorniox, qui est la directrice du Sénégal et qui fait un travail extraordinaire, il faut le souligner, parce que c'est justement un travail d'équipe aussi. Et aujourd'hui, sur 8 pays, dont la France, on voit bien qu'on a cette problématique à réunir tout le monde autour de la table. Et c'est assez intéressant, parce que d'ailleurs, quand on s'est installé en France, on a eu droit à une subvention de 50 000 €. On n'était tellement pas habitué à prendre des subventions, parce qu'en Afrique, on n'a jamais rien reçu, qu'on n'a même pas consommé 50%. C'est vous dire, parce qu'on était trop surpris, on disait c'est bizarre, pourquoi on a des subventions comme ça, etc. Donc, si on revient sur les valeurs, ces Living Labs sont un choix, et d'ailleurs, on a tenu à Kisumu, lors de la rencontre des collectivités locales avec la CGLU, une session sur les villes numériques, et de laquelle d'ailleurs est sortie une alliance des villes numériques sur laquelle on est en train de travailler. Un des axes de recommandation, c'est les approches de Living Lab, justement, à promouvoir. Et quand on parle de Smart City, c'est justement de revenir à l'humain. Je pense que tout le monde en a parlé, et je pense que c'est extrêmement important. L'Afrique, c'est pas la techno, c'est la techno au service de l'humain. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important, de ne pas avoir des collectivités locales qui se pensent technocentrées, hein, où finalement c'est un développeur X ou Y qui va venir poser sa technologie, on va travailler autour. Et en ce sens, d'ailleurs, l'approche de la ville de Dakar autour de Urban Data Platform, qui est une plateforme open source, il faut le dire, et justement dans les démarches qui font partie des recommandations. Est-ce qu'on va vers des choses justement qui sont propriétaires, fermées? Est-ce qu'on va vers des démarches qui sont ouvertes? On peut partager entre nous, et je pense qu'on a une étape aujourd'hui qui va beaucoup plus loin, qui est la notion de bien commun. Vous avez le prix Nobel Elinor Ostrom en 2009 qui a défini les règles des communs. Je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut penser des communs numériques. Et dès ce moment-là, par exemple, j'ai été actionnaire d'entreprises open source. On était numéro 1 d'ailleurs dans la gestion électronique de documents pour les collectivités en France et autres. Je peux vous dire que dans pas mal d'endroits, on avait des problèmes parce qu'en fait, il y a du pillage de la technologie. Certes, elle est gratuite, mais le minimum, c'est par exemple de dire que vous avez fait un projet, de donner le retour d'expérience, etc. On vous donne une valeur, c'est 200 000 lignes de code. C'est quand même pas rien. C'est peut-être gratuit, mais ça a une valeur. Donc, il faut respecter cette valeur. Et dès ce moment-là, peut-être que le point, moi, de mon analyse, aujourd'hui, sur laquelle on réfléchit, c'est les communs numériques. Communs numériques, parce qu'en fait, le produit ou service ou lieu ou le bien que l'on va définir doit agréger une communauté autour d'elle qui va œuvrer à la préservation de ce bien pour les générations futures. Et par ailleurs, de ce concept-là, on peut faire émerger des démarches commerciales, parce que c'est aussi un des problèmes, justement. Est-ce qu'on a ce conflit entre des démarches qui vont être gratuites, des démarches qui doivent être commerciales, une opposition entre les deux, le service public et le service de tous? Non, on peut tous se mettre autour de ce commun. Si on fait sortir des solutions qui sont commercialisables, une partie de la valeur qui est créée doit revenir à la communauté. En fait, voilà, il faut définir des nouvelles règles, et je pense que c'est dans ça que l'on est. Et je finirai dessus sur une expérience très concrète qui est assez intéressante, je pense, où pendant le Covid, pour la première fois, et j'interviens au Sénégal sur les politiques publiques avec tout le monde, avec tous les secteurs depuis 1999, on a eu spontanément tous les acteurs, le ministère, la présidence, le ministère de la Santé, le ministère du Numérique, les experts, les ONG, les activistes et autres qui se sont réunis tous ensemble sous la plateforme d'Anne Covid pour donner une réponse au Covid, spontanément, de manière gratuite, pour trouver des solutions. Quand on est face au mur, face à un défi qui a confronté toute la planète, les portes se sont fermées, les experts n'étaient plus là, il n'y avait plus personne. Chacun était en train de résoudre ses problèmes au début locaux, avant qu'on puisse se connecter.
cette plateforme s'est mise en place. Donc on voit bien qu'on a spontanément cette logique-là qui rentre dans les valeurs finalement de l'économie sociale et numérique et solidaire, et que donc cette approche de se regrouper pour trouver des solutions, il faut maintenant lui donner une forme qui puisse être pérennisable avec une manière de le réglementer et de pouvoir le porter. Merci, Monsieur Si. Merci beaucoup pour cette contribution. Avant de prendre des contributions du public, je vais m'adresser à Madame Nafi Gueye. Madame Gueye, vous savez que quand on parle d'amélioration du cadre de vie des citoyens, c'est également faciliter l'accès à l'éducation. Donc on sait que l'un des obstacles majeurs en Afrique et au Sénégal également, je pense qu'il y a une ministre ivoirienne qui en parlait hier, c'est en fait le défaut de déclaration des enfants à la naissance. Je sais que votre association a des initiatives là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et quel en est en fait l'apport du numérique? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'opportunité qui nous est offerte de partager notre avis sur la question. Je m'appelle Nafi Gueye, je suis conseillère technique en entrepreneuriat, fondatrice d'une organisation qui s'appelle J'existe, qui milite pour la cause de l'état civil. Donc pour certains, ça peut être bizarre, mais au Sénégal, on a 4 millions de personnes qui vivent parmi nous et qui n'ont pas d'identité. Quand je parle d'identité, c'est qu'ils n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de carte d'identité, ils ne s'expriment pas et ils n'ont accès à aucun droit. Et lorsque j'ai eu écho de cette situation, je me suis dit, pourquoi pas créer une organisation qui permettrait en fait de faire face à cette problématique et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Et depuis 2019, on essaye de travailler sur la question et aujourd'hui, on utilise beaucoup le numérique en fait pour atteindre les gens. Mais moi, je voudrais juste attirer l'attention des gens sur une question qui est assez réelle. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des territoires intelligents et qu'on parle de numérique, pour moi, il y a moyen de contextualiser les choses. Aujourd'hui, si on doit ou on veut se comparer en Europe ou aux États-Unis, on rate le débat. Parce qu'on a des réalités africaines qui font que l'accès à l'information, à des outils, à des moyens, à l'infrastructure n'est pas aussi évidente. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du numérique avec cette avancée dont parlait Karim, et qu'on veuille coûte que coûte transformer ces villes ou bien cette vie de manière à ce que ça soit un peu plus digital, on peut fausser le débat. Et lorsque moi, en tant que jeune, je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui habitent très loin dans les comtés ou bien dans les régions qui n'ont pas forcément accès au digital, ou même s'ils ont accès au digital, pour eux, l'utilisation du digital se limite à utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok et les autres, c'est problématique. Donc comment aujourd'hui on devrait peut-être recentrer cette question de la digitalisation, mais contextualiser avec les réalités et qu'est-ce qu'on devrait faire pour apporter des solutions. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'organisation J'existe, lorsqu'on est revenu et qu'on a voulu faire des actions, la première chose à laquelle nous avions pensé, c'était de mettre un dispositif de numérisation de l'état civil. Parce que je ne sais pas aussi si beaucoup le savent ici, mais notre système aujourd'hui d'enregistrement des naissances est encore manuel pour un pays comme le Sénégal. Et ça, ce n'est pas que le Sénégal, c'est la réalité de beaucoup de pays africains et on parle de pouvoir aller vers de l'avant. En ce sens, il y a aujourd'hui des initiatives qui sont prises par l'État qui visent à numériser, mais jusqu'à présent, on voit des failles parce qu'il n'y a pas cette synergie d'action existante qui peut permettre de créer un pont entre les réalités sociales, environnementales et les innovations dans le digital. Donc du coup, est-ce qu'aujourd'hui, ça a été pour nous une chose qu'on devrait faire? L'autre chose dont on ne parle pas forcément lorsqu'on parle de digital, c'est qu'il y a des limites réglementaires. Aujourd'hui, moi, en tant qu'organisation de la société civile, je ne peux pas manipuler les données nationales des personnes. C'est-à-dire, même si je voulais créer une initiative de numérisation de l'état civil, je devrais passer par l'État, parce que c'est de sa responsabilité de pouvoir gérer la sécurité des données de tout un chacun. Donc, faisant état de ce fait, on a dit, OK, on ne va plus forcément aller vers la digitalisation qu'on pensait être la priorité. Elle reste une priorité, mais pour l'État. Ce qu'on va faire, c'est essayer de sensibiliser le maximum
l'État et toutes les organisations de la société civile ou même les organisations publiques en leur disant aujourd'hui il y a urgence à faire quelque chose sur la digitalisation de l'état civil et de rendre accessibles certaines informations. Moi, j'habite à Tambacounda, un village qui s'appelle Koussanar, c'est vers le sud du Sénégal. Lorsque j'ai besoin de mon acte de naissance, un extrait, je suis soit obligée d'aller faire 460 km chez moi pour aller chercher mon acte de naissance, ou bien demander à ma mère de le faire et de le faire parvenir au transport public. Donc, il n'y a pas de sécurité de données. Aujourd'hui, nous, on se dit, on est à un air où, quand même, pour un pays comme le Sénégal, il est important d'apporter des solutions qui sont assez concrètes, qui sont faciles d'utilisation, mais qui permettent aussi aux gens de comprendre la responsabilité de tout un chacun sur cette question d'état civil, mais également de l'apport que l'État devrait donner à ces organisations de la société civile qui portent le projet. Aujourd'hui, on parle d'économie sociale et solidaire, mais mon ami de la mairie de Dakar a parlé tout à l'heure du hackathon sur des solutions qui peuvent résoudre des problématiques de société, mais disons-nous la vérité. Lorsque la plupart des concours qu'on voit favorisent l'économie ou la capitalisation, tout ce qu'on fait comme concours, c'est de primer quelqu'un qui a un business model qui marche. Ce qui veut dire quoi? Les questions de problématiques de société sociale, on ne motive pas les jeunes à réfléchir là-dessus et à les connecter à ces digitalisations ou à ces nouvelles formes, disons, d'innovation qui existent. Et du coup, des organisations comme nous, on peine des fois, moi des fois, on peine à avoir des ressources financières ou logistiques pour faire la sensibilisation qui est destinée aux gens. Récemment, j'ai fait une vidéo sur le volet 1, pour parler du volet 1, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, pour parler de à quel point c'était important. Il a fallu de faire une vidéo de 1 minute qui a impacté presque 3 ou 4 millions de personnes. En 48 heures, la vidéo a fait le tour et a atteint au minimum 1 300 000 personnes, juste à travers les réseaux sociaux. Et c'était une chose gratuite. Ça montre à quel point le digital peut être fort à l'utiliser comme moyen, mais il peut être aussi un moyen qui peut avoir des limites dans les initiatives des jeunes. Donc moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que c'est bien beau qu'on puisse parler de cette question, qu'on puisse avoir des initiatives, mais je pense qu'il est plus qu'important de faire de la sensibilisation sur l'importance de ce digital, mais aussi d'accompagner les gens à mieux le maîtriser. Aujourd'hui, vous allez en entretien d'embauche avec quelqu'un, il vous parle, vous lui demandez est-ce qu'il peut faire juste un tableau Excel, la personne ne peut pas, vous en avez parlé. Et pourtant, cette personne a un diplôme. Cette personne est formée, cette personne a accès à ces outils-là. Comment ça se fait qu'une personne qui a accès illimité à ces ressources ne sait pas s'en servir? C'est parce qu'on ne l'a pas formé à le faire. Donc aujourd'hui, pour moi, en tant qu'organisation, j'existe. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser ces moyens du numérique pour atteindre notre cible, parce que chacun d'entre nous a un smartphone aujourd'hui et a accès au réseau. Maintenant, derrière, est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Je pense qu'il serait très important, l'État est en train de faire des efforts, parce que récemment j'ai vu que, par exemple, la DGID a une plateforme qui permet d'informer les gens sur leurs requêtes lorsque vous demandez quelque chose sur le foncier. Maintenant, vous pouvez recevoir un SMS qui vous tient informé de l'état d'avancement. Je vois aussi qu'il y a un projet qui s'appelle NECAL, qui milite pour la cause de l'état civil, qui commence à numériser l'état civil. Et lorsqu'on parle aussi des Sénégal Services aujourd'hui qui sont en train d'être implantés dans tout le Sénégal, pour moi, c'est des débuts d'initiatives qui peuvent, si on les pousse un peu plus loin, être favorables à la population, mais il est plus qu'important de recentraliser les choses sur le contexte, qui est qu'en Afrique, on est en retard sur ces questions et qu'avant de pouvoir pousser les gens à aller vers de l'avant sur ces questions, il faut les sensibiliser sur les dangers et que l'État est le premier acteur qui doit porter cela en essayant de le décentraliser par contre avec les organisations comme les nôtres qui sont plus accessibles et qui sont plus en phase avec la communauté et qui peuvent dans la communication transférer ces informations. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous avons terminé la deuxième partie. S'il y a des questions, y compris des questions posées pour la première partie, c'est le temps. D'abord,
Vous pouvez lever la main. Oui, d'abord monsieur et ici monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu à Dakar. On est vraiment ravis de vous accueillir ici. On a été vraiment très bien servis. Donc moi, je me nomme Gagne Sen, je suis conseiller municipal au niveau de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane. Donc pratiquement, Madame Nafigué m'a marché sur la langue parce qu'il s'agit tout simplement de la plupart du temps des problèmes dont la plupart des Sénégalais sont confrontés. Il s'agit des problèmes d'actes de naissance, donc d'état civil en quelque sorte. Donc étant professeur, je suis confronté à ce genre de problèmes et parfois j'ai eu l'expérience de mettre la main dans la poche pour sauver des élèves qui avaient des problèmes de papier et qui étaient même sur le point de quitter l'école. Il a fallu de faire des démarches pour contacter un parent qui n'est pas au Sénégal et aussi de voir une mère qui est là mais qui n'a pas d'acte de naissance. Donc c'était très difficile pour sauver l'enfant qui était à 2 ans de faire son BFM. Et Dieu a fait que j'avais réussi à le faire. Et ça m'a beaucoup motivé et ça m'a permis de mettre en place une petite association dénommée Identity Without Border. Monsieur, un peu plus court, s'il vous plaît. Oui. Donc, Identity Without Borders. Donc, je dis tout simplement que cela me permet de poser des questions à l'autre, là, monsieur l'adjoint au maire de la ville de Dakar. Donc, en juin dernier, vous aviez lancé la plateforme Espace Sénégal Service. Donc, c'était dans le but de numériser, de dématérialiser l'état civil. Donc je pense que jusqu'à présent, on attend, j'étais présent au lancement de cette plateforme-là, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu les résultats. Donc je voudrais savoir où en êtes-vous avec Espace Sénégal Service pour la dématérialisation des actes de naissance, donc qui devait se faire au niveau des 19 communes de Dakar. La deuxième question, c'est pour Madame Ndiaye Betiloro, donc du ministère de l'économie numérique. Donc on a vu que vraiment les fonctionnaires sénégalais aussi sont confrontés à des problèmes, parfois pour avoir des imputations, des trucs comme ça. Et une innovation de taille a été faite avec la direction de la solde, avec e-solde. Donc pour avoir son bulletin de salaire, il vous suffit d'un clic pour avoir son bulletin de salaire. Mais ça reste beaucoup de choses à faire au niveau de la fonction publique. Là aussi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que des plateformes comme e-solde ou quelque chose comme ça sont en train d'être mises en place, vraiment pour régler le problème qui est un calvaire pour les fonctionnaires sénégalais? Merci. Nous allons répondre après recevoir toutes les questions. Ça va? Donc, je vais recevoir maintenant 12 plus questions parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. On va avoir un tour de questionnaire après la fin de la session. Donc, c'est bon, j'ai vu ici. Merci. Bonjour, moi c'est Mbaké Gueye. Je suis conseiller à la ville de Guédiawaye, en charge donc de l'éducation et de la formation professionnelle. Je voudrais féliciter la ville de Dakar ainsi que tous les organisateurs donc, de ce forum. Intervenir très rapidement par rapport à l'éducation et au numérique, parce que je pense que quand même c'est important. Les panélistes en ont parlé, parce que l'éducation étant, comme vous le savez tous, dans le cadre de nos collectivités, une compétence transférée, je pense qu'il serait bien qu'on essaie de voir comment plus ou moins appliquer le numérique, en tout cas dans l'éducation, pour améliorer la qualité. Parce que nous savons tous aujourd'hui qu'au niveau de nos écoles, quand je prends l'élémentaire, parce que moi parallèlement aussi, je suis président d'une association communautaire qui intervient
pour aider un peu les écoles. Mais on voit qu'en fait, nos écoles manquent de tout. Et moi, mon problème, ou bien ma question peut-être, c'est comment est-ce que le numérique pourrait plus ou moins contribuer à l'amélioration de la qualité d'éducation. Et si également aussi il y a des expériences qui ont été développées dans vos collectivités locales, à travers le numérique, peut-être un appui un peu à la qualité de l'éducation, il serait intéressant donc de partager cela. Merci. La question adressée à qui? Bonjour à l'ensemble des intervenants, Thierno Ndiaye. Je voudrais féliciter une fois de plus la ville de Dakar pour justement l'organisation de ce Joseph. Féliciter aussi l'ensemble de tout ce qu'ils ont eu à contribuer. Alors, deux questions. La première, tout à l'heure, Mme Gueye parlait de 4 millions de Sénégalais qui n'ont pas droit à l'acte d'état civil. Alors, premièrement, il faut savoir, moi je me dis qu'il y a une question de sensibilisation. Ceux qui ne déclarent pas aujourd'hui, quelles sont les conséquences de la non-déclaration, premièrement. Et deuxièmement, on sait qu'on a un système de santé assez fiable du point de vue informatique qui permet d'avoir des données par rapport aux ONG et tout. Pourquoi ne pas faire un couplage aujourd'hui? Au niveau du Sénégal, quand un enfant naît, il faut 7 jours pour lui donner le nom. Vous irez aux États-Unis, l'enfant naît tout de suite, on donne le nom. Ça signifie, est-ce que le raccourcissement de délai pour baptiser n'aurait pas une incidence? Je ne sais pas si on se comprend. Le fait de rester 7 jours, alors que là-bas, immédiatement, votre gosse, avant qu'il ne sorte de la crèche, il est déjà identifié. Et c'est après le problème des cartes d'identité obligatoires. Quand aujourd'hui les gens ont des problèmes pour se les procurer, est-ce que ça ne pose pas trop de problèmes? En tout cas, véritablement, féliciter un peu tout ça pour dire qu'on est au monde du numérique. Mais dernière question, on va parler de l'économie sociale et solidaire. On parle beaucoup de jeunesse, on parle beaucoup de femmes. Mais qu'en est-il des seniors? On va parler de l'informatique aujourd'hui, on parle de la numérisation. Mais les gens qui auront 60 ans, ce seront des has-been pour la plupart. Mais est-ce qu'ils ne font pas partie de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que ces gens-là doivent laisser en rade? Est-ce qu'on doit les laisser mourir à petit feu? La question en est là. Merci. On va s'arrêter la question. Oui, merci beaucoup pour votre question. Le dernier. On va s'arrêter de Q&A maintenant. Oui, c'est ça. Merci. Trois intervenants encore. Vous pouvez répondre brièvement. Oui, rapidement. En fait, par rapport à votre question, effectivement, on y a pensé. Mais il faut savoir que les 7 jours, les délais de 7 jours n'ont pas forcément d'impact sur la déclaration. On commence à parler de déclaration tardive à partir de 1 mois jusqu'à 6 mois. Et ça peut aller jusqu'à 365 jours. Donc, du coup, sur la limite de 7 jours, ce n'est pas problématique. Maintenant, par rapport à la connexion qui peut exister au niveau des différentes structures, nous, on est en train de travailler dessus. On est en train de mettre en place une application ou un logiciel qui permettrait à l'État de connecter les différentes structures concernées à partir de la naissance jusqu'à la déclaration au niveau du tribunal. Et lorsqu'on aura fini, ce sera pour l'État, parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas vocation à manipuler les données personnelles. Tout ce qu'on veut, c'est de proposer des solutions. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres Sénégalais qui ont pensé à ce genre d'initiative. Malheureusement, lorsqu'on met en place des choses au niveau de l'État, on ne fait pas ce sourcing-là des solutions existantes créées par des Sénégalais, de partir de là-bas au lieu d'aller chercher d'autres personnes ailleurs qui viennent faire la même chose qui existait déjà. Espérons que ce sera quelque chose qui sera pris en compte. Espérons. En tout cas, nous, on est en train de le faire, qui lierait l'hôpital, la mairie et le tribunal et qui permettrait sur un seul système d'avoir la traçabilité qui permettra en fait de lutter contre les fraudes. Parce que beaucoup d'entre vous le savent ici, avec le tribunal, parce qu'il n'y a pas de numérisation, une personne peut exister 3 fois. Ou décider de dire, moi mon acte de naissance ne me convient plus, parce que l'âge qu'on me demande d'aller à l'école, je l'ai dépassé, donc je vais aller chercher un nouveau acte de naissance, alors que c'est illégal et c'est une fraude. J'espère que j'ai répondu à la question. En fait, je n'avais pas dit dans ma présentation, mais j'ai fait l'audit du fichier électoral. J'ai coordonné l'audit du fichier électoral en 2000, en 2002 et en 2007. 2002-2007, c'était les élections présidentielles. 2000, c'est l'élection qui a d'ailleurs vu le passage de président Diouf à Ouad, très controversée, dans laquelle on a eu à avoir des pressions énormes, comme vous pouvez l'imaginer.
il faut quand même savoir que dans les années 90, la ville de Dakar a été une des premières villes d'Afrique, avec l'aide des Canadiens, à numériser son état civil. Plus de 2 à 3 millions d'actes d'état civil. La carte d'identité numérique du Sénégal était l'une des plus avancées. On a des systèmes qui sont en place au Sénégal au niveau du ministère de l'Intérieur depuis les années 60, ce qui est très rare pour les pays africains. En fait, ce qui est triste à constater, c'est qu'il y a une régression. C'est-à-dire des solutions d'état civil. Je peux vous dire qu'il y en a eu la tonne et le quintal qui ont été identifiés. Il y a eu plein de projets, ils ont été financés 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais ce qu'il faut voir, je pense qu'il faut se dire les choses, c'est que l'état civil est directement lié au fichier électoral. Et dès ce moment-là, il n'y a personne qui a envie d'y toucher. En fait, parce que ça a une incidence directe et qu'en fait, il y a une répartition entre les collectivités locales, puisque c'est elles qui récupèrent au niveau des mairies, et c'est centralisé après au niveau de la carte d'identité, au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc il y a un savant dosage et on n'arrive encore une fois pas à réunir tout le monde autour de la table pour résoudre le problème, qui est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, si on ne sait pas quelle est la population du Sénégal, comment elle est répartie, qu'elle soit étrangère ou locale d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait une planification? Et donc ça pose des vraies questions qui sont là, effectivement, avec tout ce que ça implique comme au niveau politique, etc. Parce qu'après, on revient à la question de la confiance, où chacun se regarde, et je peux vous dire qu'on rentre dans une crise avec l'audit du fichier, etc. À l'époque, il faut quand même dire qu'on avait sorti la question du noyau dur, où on avait X nombre, on ne va pas dire le nombre, d'électeurs qui n'étaient plus liés à leur pièce d'identité qui était définie dans la loi électorale. Donc on est un vrai sujet. On nous a mis, c'est ça qu'il faut quand même le dire, une carte d'identité aujourd'hui où on avait dit que la panacée c'était la biométrie avec la reconnaissance d'empreintes digitales. Au Sénégal, c'est faux. Il faut savoir que l'empreinte digitale que l'on a n'est pas dans la carte d'identité, c'est le code qui y est. Et donc on a perdu l'empreinte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un élément humain ne peut pas contrôler la carte, c'est l'algorithme qui va le faire. Donc on rentre sur des questions d'éthique aussi, qu'on a soulevées quand on a fait l'audit du fichier, on nous a mis à côté. Mais voilà, il y a des vraies questions qui sont là. Il y a des experts au Sénégal aussi, il y a des experts internationaux, mais voilà, c'est toutes ces questions-là et qu'il faut soulever tous ensemble. Je crois que nous intervenons de la part de l'autorité publique sénégalaise pour répondre brièvement aux questions soulevées. Monsieur Ndiaye et après Madame Ndiaye. C'est pour moi. D'accord, ça marche. Alors, il y a une question sur l'espace Sénégal Service. C'est une initiative de l'ADIE. Ce n'est pas une initiative de la ville de Dakar. Bon, malheureusement, la représentante du ministère est un peu souffrante, donc elle a dû partir. Mais c'est bien une initiative de l'ADIE. Donc nous ne sommes pas vraiment impliqués dans ce projet-là. Alors une petite précision pour Madame Gaye par rapport au hackathon qui a été organisé par la ville de Dakar. En tout cas, nous, tel que nous l'avons conçu, et l'idée, ce n'était pas juste de favoriser des solutions abouties. Et ce n'était pas non plus de donner des lauréats. Par exemple, nous avons 20 lauréats, mais sur ces 20, il n'y a que 3 startups qui ont obtenu des prix. Les autres n'ont pas obtenu. Parce que nous, ce qui nous intéresse au-delà de tout ça, c'est l'idée. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai parlé tout à l'heure de la startup Crypto ID qui propose une identité numérique. Mais la solution, elle n'est pas aboutie. En tant que sachant, je sais que de nos jours, une identité numérique doit être adossée à une technologie de type blockchain. Donc il se trouve que les jeunes qui sont dans cette start-up-là ne savent pas du tout comment travailler avec cette technologie-là. Donc nous les avons incubés au niveau de la couveuse d'entreprise et ils seront sensibilisés, ils seront acculturés à la technologie blockchain. Et d'ailleurs, si vous avez un peu de temps, après ce panel, vous pourriez faire une visite au niveau du village des innovations parce que les startups sont en train d'exposer
Et donc, vous aurez toutes les réponses à vos préoccupations. Je vous remercie. De temps, je pense qu'on peut passer à la dernière partie. Maintenant, la troisième partie de 3 intervenants. Donc, vous êtes aussi acteurs actifs dans le domaine de l'économie sociale solidaire privée, mais aussi, je voudrais inviter ici pour la troisième partie en tant qu'aussi d'experts. Donc, vous pouvez expliquer. Donc, d'abord, Monsieur Jean-Michel Sahu, vous êtes consultant et professeur, mais aussi vous avez travaillé beaucoup sur le crowdfunding en France. Est-ce que vous pouvez expliquer votre expérience et aussi les leçons que vous avez retenues à travers votre activité pour partager ici? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore là après ce long débat déjà. Alors, je vais me présenter brièvement. Donc, Jean-Michel Sahu, je suis professeur à l'IDRAC Business School. Je suis essentiellement un chercheur puisque j'écris énormément d'articles. J'ai écrit plus de 150 articles, vous pourrez aller voir notamment sur ResearchGate. Et depuis quelques années, je m'intéresse plus spécifiquement à l'économie sociale et solidaire de 2 manières. D'une manière en tant que chercheur, mais aussi avec des co-auteurs, on participe à des projets, puisque j'ai aussi une autre casquette qui est de consultant. Et enfin, une dernière casquette, puisque je suis rédacteur en chef de la revue académique Gestion 2000, qui est une revue belge qui est reconnue par la FNEJ, par le CAMES et indexée par Scopus, dans laquelle on essaye, en fait, un des objectifs, c'est de rapprocher les praticiens du monde universitaire par un dialogue sur des problématiques concrètes. Et donc, au travers de l'ESL, j'aimerais vous faire part de 2 expériences principales. D'une part, en fait, j'ai participé à la digitalisation d'institutions de microfinance au Cameroun. Et d'autre part, je voudrais vous faire part de la mise en place d'une plateforme digitale de crowdfunding dans la région Val-de-Loire. Cette plateforme s'appelle Effervescence. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi cette expérience est intéressante et pourrait être transposable en Afrique. Alors, tout d'abord, en fait, quand on regarde l'impact de la numérisation au niveau organisationnel, moi je ne vais pas m'intéresser au niveau individuel, on voit que soit on a des objectifs qu'on pourrait dire ou une perspective interne, ou j'ai envie de qualifier l'autre perspective externe. Interne, ça signifie on va s'intéresser à l'amélioration des processus, tout simplement. On va numériser pour atteindre une meilleure efficience, une meilleure performance. Et donc là, il y a 2 choses qui apparaissent flagrantes, mais on le retrouve pas uniquement dans l'ESS, on le retrouve quasiment dans toutes les PME qui cherchent à se numériser. Sans accompagnement et sans formation, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un constat assez fort. On peut mettre en place des processus ou changer les processus pour diminuer la masse de papier, diminuer la charge administrative, améliorer les processus. Mais si on n'accompagne pas les gens dans le changement, ça ne fonctionne pas. Mais ce qui est le plus intéressant, je dirais, c'est la partie que j'ai envie de qualifier externe, parce que la numérisation permet de saisir de nouvelles opportunités. Dans le cas de la microfinance, ça a permis notamment de digitaliser des produits, ça a permis d'augmenter la collecte d'épargne en fournissant un compte en fait, à chaque personne. Ça a permis en fait à l'institution de microfinance ACEP que j'ai suivi, que j'ai accompagné, ça leur a permis en fait de résoudre tout un tas de problèmes qu'ils pouvaient avoir et toucher de nouvelles personnes. Et donc c'est cet aspect opportunité qui est de mon point de vue le plus important parce que grâce en fait à la numérisation, on va pouvoir par exemple mettre en place des plateformes, faire des levées de fonds et pour être bref, je vais vous parler de cette expérience qui me tient un peu à cœur, qu'on a étudiée en profondeur pour
là aussi, en termes de recherche, pour apporter une vision, je dirais, totalement neutre. Parce qu'on pourrait dire, quand des bilans sont faits par les promoteurs de plateformes, qu'ils ont tendance à enjoliver un peu les choses, ou pas avoir les problèmes, ou les cacher sous le tapis pour en faire la promotion. Là, l'avantage de la recherche et de publier ça dans des articles, c'est que nous-mêmes, on est soumis à un processus d'évaluation, et donc ce qu'on doit apporter doit être irréprochable d'un point de vue scientifique. Et dans cette plateforme, ce qui est remarquable, c'est que, juste pour vous décrire un petit peu l'idée, dans la région Centre-Val de Loire, ils avaient des projets dans l'ESS, mais qui n'étaient pas très bien structurés. Donc un des problèmes qu'on a dans l'ESS, il y a plein de gens avec des idées, c'est d'arriver à aider les personnes aussi à structurer un peu leurs projets, à structurer les projets et à les accompagner pour que ces projets puissent être développés et atteindre un certain stade de maturité. Ça, c'est un des problèmes. Et puis le deuxième problème, comme tout projet, que ce soit dans l'ESS ou que ce soit dans l'économie normale et dans la high-tech en particulier, c'est de trouver des fonds, tout simplement. Et grâce à cette plateforme de crowdfunding, en fait, ils ont pu faire appel aux citoyens pour financer les fonds. Et l'idée était assez simple, c'était de dire, s'il y a les citoyens qui financent des projets, la région va mettre 1 euro complémentaire et ils ont en plus créé un certain nombre de partenariats avec des banques qui mettaient encore 1 euro supplémentaire. C'est-à-dire que pour chaque euro collecté, ils faisaient x3. Et pour vous donner quelques chiffres, pour vous montrer que ça fonctionne, lors de leur collecte de fonds en 2022, c'était début 2022, il y a eu 20 projets qui ont levé plus de 200 000 euros, donc ça fait à peu près 10 000 euros par projet, mais ensuite multiplié par 3, ça fait 30 000 euros par projet, et il y a eu 1600 contributeurs. Voilà. Donc, ce type de projet montre qu'avec, et ça aussi c'est une des valeurs fortes de l'ESS, avec une gouvernance partagée, c'est-à-dire c'est pas en fait, ici la région ou les organismes qui vont choisir les projets, ils aident à leur structuration, mais derrière qui a le pouvoir, ce sont bien les citoyens. Donc on peut arriver en fait à créer un cercle vertueux, arriver à financer des projets et qui derrière vont irriguer en fait un territoire. Alors maintenant, si j'en viens pour finir, parce que je ne voudrais pas être trop long, on manque un peu de temps, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de cette expérience pour l'Afrique et pour le Sénégal en particulier? En Afrique et au Sénégal, vous avez une diaspora, parce que les citoyens ne sont peut-être pas à même de financer les projets, mais vous avez une diaspora aussi qui voudrait bien financer les projets, mais souvent il manque de visibilité. Et donc, une des recommandations qu'on pourrait faire, c'est de mettre en place ce type de plateforme digitale pour présenter les projets de l'économie sociale et digitale, l'économie sociale et solidaire, à cette diaspora et aider ainsi ces projets à lever des fonds comme n'importe quel autre type de projet, avec derrière, pourquoi pas, un abondement si ce sont des plateformes locales, régionales ou de villes subventionnées, où il y a un abondement derrière de la ville ou voire de partenaires complémentaires. Voilà, ça pourrait être une des recommandations qu'on pourrait avoir suite à ce type d'initiative menée dans d'autres pays. Et là aussi, c'est pour ça que la recherche peut fournir ici un point important, parce qu'en analysant de manière totalement objective des expériences, elle peut aider à mettre en évidence, en lumière, les bonnes expériences, les meilleures pratiques, et de voir à quelles conditions aussi on peut les reproduire dans d'autres pays. Voilà, merci de votre attention. Merci, Jean-Michel. Et puis... Alors, merci beaucoup, M. Saïu. Madame Maître Carmen Kiavila, j'ai une question à triple objectif à vous poser en tant qu'avocate et accompagnatrice d'acteurs de l'économie numérique. D'une part, que voyez-vous comme opportunité pour les acteurs qui sont impliqués? Une première orientation. Deuxième orientation, pensez-vous que l'économie numérique puisse être en fait un levier d'accélération d'une économie à la fois durable, circulaire et solidaire? Il y a une troisième orientation. Donc, quels sont, du point de vue juridique, en fait, les instruments
qu'on pourrait utiliser en fait pour promouvoir une plus grande circularité, donc du point de vue de la Suisse, là où vous êtes, mais également d'une manière générale de l'Union européenne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement Maître Carmen Cavilla, je suis avocate au barreau de Berne en Suisse et installée en Suisse et de Paris. Je vous remercie infiniment de m'accueillir, je suis très heureuse d'être là, et extrêmement honorée par ailleurs. C'est vraiment, je suis très heureuse. Je vais essayer de reprendre les questions qui m'ont été posées, il y en a un certain nombre. Peut-être dans l'ordre, la première c'était celle relative à les opportunités, c'est ça? Alors, ce qu'il faut, le constat que l'on peut faire, c'est que l'on se dirige de plus en plus, moi je parlais du coup on a une activité internationale, mais c'est vrai qu'on est installé en Europe, on se dirige de plus en plus vers le produit en tant que service en fait. C'est-à-dire que dans la chaîne de valeur, on va regarder à partir du moment où le produit a été réalisé jusqu'à sa fin de vie. On va s'assurer en Europe également qu'il va respecter un certain nombre d'exigences en termes de durabilité et de circularité. Je vois dans le numérique du coup la possibilité de renforcer justement cette question de durabilité et de circularité, en ce sens que la promotion des technologies numériques au sens large, je pense à l'intelligence artificielle évidemment, je pense à l'Internet de manière globale, aux métadonnées ou l'utilisation de la blockchain, va permettre justement d'aller vers des économies circulaires et des économies de plus en plus durables. Effectivement, quand on regarde les rapports Nord-Sud, c'est vrai que l'industrialisation a commencé en Europe à partir du 19e siècle. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que juriste, on se pose la question des responsabilités, sans froisser qui que ce soit. Il y a quand même une industrialisation qui avait commencé dans les Nord beaucoup plus en amont. Aujourd'hui, c'est vrai que les Suds rattrapent et on a énormément parlé aujourd'hui pendant ces conférences d'économie informelle, mais c'est vrai que les Suds rattrapent et je rappelle qu'un rapport de l'ONU a récemment indiqué qu'en 2050, on utiliserait les ressources comme si on utilisait 3 planètes en fait. Donc c'est vrai que aujourd'hui les ressources sont limitées et la planète a atteint ses capacités. Et c'est vrai que dans le numérique, je vois cette possibilité justement, et on voit cette possibilité à travers aussi les clients qu'on accompagne, etc., et l'innovation, d'aller vers cet objectif qui est partagé et par les Nord et par les Sud, et par l'Europe et par l'Afrique, d'aller vers cette durabilité. Ensuite, les questions, je me souviens... Alors, en fait, en quoi pensez-vous en fait que l'économie numérique puisse être un levier d'accélération de l'économie donc circulaire? Ah oui, alors pour le levier d'accélération, alors ce qu'il faut rappeler, ce que j'aimerais rappeler, c'est que le temps du droit n'est pas le temps de l'économie. C'est Montesquieu qui disait qu'il fallait écrire la loi d'une main tremblante. Il est vrai que le processus législatif et normatif prend du temps, mais à la fois le temps nous manque. Donc c'est vrai que il est nécessaire ce que moi je constate, ce que l'on constate, c'est que la société civile est de plus en plus en attente, a de plus en plus des attentes vis-à-vis des États. À l'heure actuelle, la Suisse et la France sont poursuivis, ont un recours devant la Cour européenne des droits humains par rapport à leur absence d'action contre le réchauffement climatique, donc les deux en même temps, je trouve assez intéressant. Aujourd'hui, les citoyens utilisent les outils juridiques, parfois nationaux, parfois supranationaux, pour pouvoir mettre les États face à leurs responsabilités. Alors,
Pour être brève et pour ne pas être trop technique, la Cour européenne des droits humains n'a pas consacré de droit à l'environnement en tant que tel. En revanche, depuis quelques années, elle développe un certain nombre une jurisprudence climatique. Et ce qui est en train de se passer actuellement à Strasbourg, avec la Suisse et la France, démontre qu'aujourd'hui, les citoyens, les communes, c'est un maire de Grande-Synthe, je crois, il me semble, qui poursuit la France pour son absence d'action contre le réchauffement climatique. Donc les citoyens s'emparent vraiment d'outils et d'outils également supranationaux pour pouvoir revendiquer des droits climatiques, des droits en tout cas qu'ils estiment bafoués par rapport à ces questions qui sont des libertés finalement fondamentales. Et je vois aussi la question au niveau des États d'utiliser des outils comme les outils fiscaux, de taxation, pollueur-payeur. Tout à l'heure, je parlais de responsabilité des États du Nord. C'est peut-être... personne n'a envie de prendre... Aucun État n'a envie de prendre la responsabilité de ce qu'il est en train de se produire. Et il est vrai qu'on a pu observer, et on observe que la taxation peut être un outil pour pouvoir justement... la fiscalité peut être un outil pour pouvoir remédier ou pouvoir responsabiliser les acteurs, que ce soit les sociétés privées, les personnes physiques, et aller vers des sociétés de plus en plus durables. Mais il faut faire aussi attention, je pense, avec ces outils-là, donc de fiscalité, parce que finalement, ils sont souvent rejetés par la population. En Suisse, il y a eu récemment la révision de la loi sur le CO2, et elle a été une votation a été proposée au peuple suisse et qui a été rejetée, et en partie les observateurs disaient que c'était en partie rejeté parce que justement il y avait une question de taxation qui n'était pas vraiment acceptée par le peuple suisse. Un autre aspect aussi sur lequel je pense qu'il est important de revenir, c'est on parle beaucoup d'innovation. J'ai parlé tout à l'heure justement de l'utilisation de la technologie numérique, de l'intelligence artificielle, des métadonnées, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi donc du coup les aspects de propriété intellectuelle. Et je pense qu'il est crucial et majeur que les États facilitent. On accompagne des startups sur ces sujets-là, mais pas que. Et je pense qu'il est important de ne pas oublier pour des questions tout simplement de compétitivité, les questions de propriété intellectuelle relatives à ces questions de circularité, de durabilité. Et la dernière question, je ne me souviens pas. Je pense que vous avez fait le tour, vous en avez répondu en même temps. C'était la question relative aux instruments juridiques utilisés en Suisse. Voilà, tout à fait. Alors, il y a plusieurs types d'instruments, les classiques, donc les instruments légaux, il y a les lois. En Suisse, il y a une loi pour l'environnement qui traite de divers sujets, notamment la fertilité des sols, notamment de la fertilité des sols. Pour la France, je parlais donc de mes deux juridictions. Il y a également... la particularité de la France, c'est qu'elle fait partie de l'Union européenne. Et du coup, évidemment, il y a les impulsions qui sont liées à l'Union européenne, donc les règlements, évidemment, et les directives. Je pense à un règlement de 2010, par exemple, sur l'éco-conception en matière de produits énergétiques, et qui sont d'application directe, les règlements. Et des directives, une directive par exemple sur l'écolabel qui de 2009, et les directives en revanche doivent faire l'objet d'une retranscription dans le pays, d'une transposition dans le pays à travers des instruments légaux qui sont décidés par les États. Ça peut être une loi, ça peut être une ordonnance, enfin, ça peut être tout un tas de choses. Mais il y a aussi également ce qu'il ne faut pas mettre de côté et qui est de plus en plus utilisé, c'est ce qu'on appelle la soft law ou le droit mou.
c'est un ensemble de règles qui ont une valeur normative qui est assez limitée. On va parler de plans d'action, par exemple, des plans d'action RSE, des recommandations. Et l'idée dans tout cela, c'est peut-être d'emmener les choses de manière plus douce et puis de responsabiliser les gens afin de ne pas justement entrer dans un processus normatif qui peut parfois paraître assez lourd. Merci beaucoup. Et notre dernier intervenant, M. François Soula, merci de votre patience. Enfin, donc vous êtes franco-argentin et travaillez pour la plateforme Dunia. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer votre activité ou expérience? Aussi, vous pouvez aussi donner un peu de commentaires sur ce qui a été déjà dit ici pour un peu alimenter le débat. Merci. Oui, merci Eoum, merci Cheikh pour cette animation. Bonjour à toutes et à tous. Nangadef, je fais l'effort de cette traduction pour voir votre degré d'attention à cette étape de notre après-midi. Alors comme je suis le dernier à parler dans cette jolie partition musicale, je vais me permettre et faire usage de l'avantage d'être le dernier, c'est-à-dire d'avoir l'obligation de comprimer mon propos et de modifier un petit peu peut-être les questions ou les réponses, en tout cas l'approche apportée. Et donc je suis François Souleur, comme disait Eoum, et je suis coordinateur et fondateur d'une plateforme de communication numérique qui a pris naissance autour du Sommet de la Terre en 2012 à Rio. Vous savez, ces différents sommets qui sont organisés par les Nations Unies autour d'un agenda de la durabilité, parfois de l'économie. Les années 90 ça avait été très très riche dans ce type de sommet, dans le cadre d'un esprit multilatéral très très fort. 2012 a été le dernier sommet de la Terre, et à ce moment-là, on s'est dit, c'est le moment de se saisir des outils numériques et de les mettre à disposition, en tout cas de lancer un effort d'appropriation avec des réseaux activistes qui œuvraient dans l'économie sociale et solidaire, dans la communication, l'économie circulaire, la transition sociale écologique, etc., etc. Et donc j'ai eu la chance de me lancer dans cette initiative, modeste, aussi modeste que globale à la fois, très multiculturelle. Et c'est de cette expérience que je voudrais vous parler et faire un peu le bilan en réalité. Alors comment faire un bilan? C'est très difficile, et je vais essayer de le réduire en 3 points, et c'est les 3 points qui, à mon avis, font résonance avec notre moment de discussion globale ici. En tout cas, ce que j'ai essayé d'entendre ici dans ce panel, et d'autres échanges qu'on a eus en parallèle ici dans ce forum. Le premier point, c'est que nous ne sommes plus dans la même matrice stratégique qu'il y a quelques années, une dizaine et encore plus une vingtaine d'années. Autrement dit, c'est fini les années 90 où l'esprit plus dans l'esprit. Non? Le micro? Oui, ok. Et donc les années 90 avaient été marquées par cet esprit multilatéral. Or, ce qui est en train de se passer devant nos yeux depuis lors, c'est l'entrée dans la course de nouvelles volontés nationalistes avec un monde multipolaire qui est en marche et qui se caractérise sur le plan de l'économie par l'association entre l'économie et la recherche de puissance. Nous ne sommes plus tout à fait dans l'idée de la concurrence parfaite, nous ne sommes plus tout à fait dans l'économie libérale, nous sommes plutôt, au regard de ce qui s'est passé en Corée, au regard de ce qui s'est passé en Chine, au regard aussi de ce qui se passe dans certains pays africains, et dans un rattrapage économique très fort, avec des États qui se deviennent les moteurs d'un capitalisme étatique qui se livrent, pour oser le terme, des guerres économiques entre eux. Alors je sais que c'est un mot un peu tabou, mais en tout cas, pour le réduire un petit peu en termes d'intensité, je pourrais parler de rapport de force. Nous sommes aujourd'hui dans un panorama stratégique qui réhabilite énormément les rapports de force et qui a évidemment des conséquences sur le plan de l'économie sociale et solidaire.
Et le deuxième point, qui pour moi est fondamental et qui est plus lié à la thématique de l'économie numérique de ce panel, c'est qu'au-delà du numérique, nous sommes dans une nouvelle économie en émergence. Alors ce n'est pas une économie numérique, c'est une économie qui est en train de changer profondément ses logiques de distribution, de fonctionnement, de conception et d'organisation. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour le décrire sur le plan conceptuel, mais pour tenter de la résumer, je pourrais dire que l'informatisation du monde et en fonction du degré d'industrialisation des pays dans lesquels on se trouve, et les économies vont avoir de plus en plus des logiques d'économie de conception, de rendement d'échelle croissant, des logiques relationnelles, ça a été dit ici, hypercommunication, c'est-à-dire que les logiques d'articulation entre clients, entreprises et autres partenaires sociaux est en train de se réduire avec des frontières entre produits et services qui s'estompent. C'est pour ça qu'on parle d'industrie servicielle. Et la particularité de cette économie numérique, mais au-delà de tout ça qui est une économie informatisée, c'est d'être extrêmement prédatrice, hyper capitalistique et qui fonctionne avec des régimes de concurrence monopolistique. Vous connaissez tous le phénomène des GAFAM, donc des grandes entreprises du numérique. Mais quand on regarde dans d'autres secteurs de l'économie, on constate très rapidement que la formation des monopoles est devenue la règle dans les économies industrialisées et que ce phénomène est accentué justement par la propagation de l'informatisation du monde. Alors ça me paraît une conclusion fondamentale parce que ça veut dire également, comme je mentionnais dans mon premier point, que l'économie dans laquelle on se trouve, et plus encore dans laquelle on va se trouver demain, sera une économie dans laquelle il faut qu'on se transforme en soldats combatifs, en économie de combat. C'est-à-dire qu'ici au Sénégal, en France, en Côte d'Ivoire, etc., les économies nationales vont être de plus en plus exposées à des affrontements et des confrontations économiques. Le resserrement entre la Chine, les États-Unis et d'autres blocs émergents nous donne une illustration assez éloquente de tout cela. Et ça me paraît fondamental d'avoir une pensée, sinon approfondie, dans tous les cas, et volontaire, depuis ce milieu ici d'économie sociale pour y répondre. Et enfin, troisième point, quelques perspectives. 3 choses qui me paraissent fondamentales pour avancer en termes d'agenda. C'est justement cette capacité à développer une économie combative. La bonne nouvelle pour l'économie sociale et solidaire, c'est que l'informatisation, l'information générale, transforme les rapports de force et donne aux faibles des leviers et un pouvoir qu'ils n'avaient pas auparavant. Je peux prendre l'exemple de l'entreprise Shell qui, il y a quelques années, suite à des conséquences de contamination sur les côtes, avait été mise au pilori par des actions d'activistes et d'ONG. C'était une première à l'époque. Je pourrais parler des sommets de l'OMC, etc. L'information aujourd'hui est utilisée comme une arme non violente. Ici, je crois qu'au Sénégal, vous avez quelques exemples avec ça. Je pourrais parler de Sénélec et d'Akaïlé, avec cette idée de compteur d'énergétique intelligent qui a donné lieu à une bataille informationnelle assez serrée, 2017-2018, si je ne me trompe pas. Autrement dit, il y a un levier pour nous, les pratiquants de l'économie sociale et solidaire, à saisir en termes de comment utiliser l'information pour mener des actions combatives vis-à-vis des acteurs qui nous emprisonnent dans un système, qui nous excluent et qui nous grignotent du terrain, disons. Non ? Deuxième point, et il me semble qu'il faut qu'on travaille sur des modèles d'économie, c'est-à-dire qu'on a pour l'instant très peu ou pas de modèles pour nous projeter par rapport à cette nouvelle économie informatisée que j'illustrais. On a quelques idées qui oscillent entre le technophilisme, le technocentrisme, comme le commentait notre ami ici, et à l'inverse entre le scénario orwellien et dystopique que beaucoup commencent à critiquer, et à raison, on a raison de se préoccuper sur le destin un peu préoccupant et totalitaire de l'économie numérique. Entre ces deux extrêmes, il y a beaucoup de choses à penser et nous avons besoin de nouveaux modèles intégrateurs. C'est un mot qui a été répété ici. Or, c'est des modèles qu'on n'a pas en
réalité. Il faut absolument plancher là-dessus et peut-être qu'on pourra, dans ces espaces de réflexion, et commencer à construire, à mettre en forme des choses. Et enfin, je pense qu'il n'y a pas d'économie sociale et solidaire sans promouvoir des États stratèges capables de mettre en place des infrastructures. Tous les travaux que nous, on a menés dans le cadre de notre plateforme d'UNIA au cours de ces dernières années se sont appuyés sur des infrastructures mises en place par des États, des régions, des gouvernements locaux, avec lesquels on peut avoir des partenariats, des conflits, pourquoi pas, mais en tout cas, leur effort en matière de mise en place d'infrastructures, donc d'État présent et stratège, est fondamental. Donc on peut être effectivement en stratégie de plaidoyer avec eux, mais en tout cas, ça n'empêche pas d'avoir une affirmation très forte vis-à-vis de leur rôle stratégique dans ce monde multipolaire en émergence. Merci. Merci, merci. Nous sommes déjà 10 minutes, nous avons dépassé 10 minutes pour de prochaines sessions. Donc, malheureusement, nous n'avons pas le temps pour avoir le tour nouveau tour de questions. Donc, moi, je vais proposer de conclure cette session avec l'intervention finale de M. Guéillet de mairie de Dakar. Et mais avant de donner le microphone, je voudrais remercier vous, la participation, et aussi de tous les intervenants, et aussi de tous les interprètes qui ont travaillé vraiment de partager notre discussion. Monsieur. Oui. Alors, merci infiniment. Je vais revenir rapidement sur la question de M. Ndiaye par rapport à l'inclusion des seniors. Il faut savoir qu'une entreprise d'économie sociale et solidaire ne se mesure pas à travers le nombre d'employés, encore moins le chiffre d'affaires. Donc une entreprise d'économie sociale et solidaire se mesure à travers l'impact sur la communauté. Donc en ce sens, la problématique que vous soulevez est adressée. Je peux citer l'entreprise Incertec qui s'active à donner une seconde vie aux objets numériques, mais également qui forme des seniors dans le numérique. Je peux citer également la plateforme ivoirienne Abaway, qui est une plateforme de mise en relation entre les producteurs et les consommateurs, mais qui s'active également dans la formation des seniors. Donc du moment où le besoin est identifié et qu'il y a un réel impact sur la communauté, ce besoin-là est adressé par l'économie sociale et solidaire. Pour la question de M. Mbaké Gueye relative au numérique, par rapport à l'enseignement, il faut savoir aussi que le numérique peut être un facteur de décrochage. Et je sais qu'au niveau de la ville de Dakar, nous sommes en train de travailler avec la direction des études pour voir un peu comment acculturer les élèves, les étudiants sur l'utilisation du numérique. Autrement dit, comment est-ce qu'il faut utiliser les réseaux sociaux pour ne pas tomber dans les dérives. Mais en plus de cela, lors du hackathon, nous avons découvert une plateforme d'e-learning du nom de Gustu. Cette plateforme enseigne des matières telles que les mathématiques à travers des jeux vidéo. Donc c'est une autre forme d'expression qui peut aider également les étudiants à mieux comprendre les matières qu'ils vont utiliser. Voilà. Donc en conclusion, je dirais que la Covid-19 nous a tous démontré les limites de notre économie actuelle. Nous devons résolument converger vers une économie durable, vers une économie résiliente, vers une économie davantage centrée sur l'humain. Et nous espérons qu'à travers ce forum, l'économie sociale et solidaire sera au cœur des préoccupations partout dans le monde et nous sommes convaincus que le numérique sera le catalyseur essentiel. Nous vous remercions pour votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Et nous terminons maintenant la session. Okay. Alors nous allons